Ça y est, à l'heure où vous verrez cette vidéo, C8 est mort. Le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire, n'aura rien pu y faire. Touche pas à mon poste a définitivement disparu de la 8e chaîne de la télévision, emmenant dans sa chute son présentateur vedette, Cyril Hanouna. Il a alors dénoncé ce qu'il considère comme une véritable censure. C'est vrai que même en étant un observateur éloigné, voire hostile à Cyril Hanouna et ses discours, il est légitime de se demander si la disparition d'une chaîne et d'un média comme C8 ne pose pas des questions sur la liberté d'expression ou même de manière plus générale la liberté des médias en France. Et il est évident qu'en s'y penchant de plus près, la fin de C8 révèle un bras de fer politique bien plus important qu'il y paraît. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière la censure de C8. Bon alors, pour bien comprendre le sujet, on va devoir faire un petit retour historique sur l'histoire de C8 et même de la télé de manière générale. Ça peut paraître superflu, mais croyez-moi, ça l'est absolument pas. C'est même indispensable pour bien comprendre tous les enjeux qui sous-tendent cette disparition. Croyez-moi, à la fin, tout fera sens. Et donc, on va évidemment parler d'Hanouna et de Bolloré, mais pour cela, il faut remonter au tout début de la télévision. Techniquement, la télévision apparaît en France en 1931 avec un certain René Barthélemy qui retransmettait 1 heure de programme par semaine sous le nom de Paris Tour Eiffel. Ça s'appelait comme ça parce que c'était la Tour Eiffel qui était utilisée comme antenne. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas ambiance Steve Jobs dans son garage, le mec fait ça dans son coin. Non, non, il est sous la tutelle de l'État. Et cette tutelle, elle va pas s'arrêter tout de suite. Parce que petit à petit, la télé s'installe dans les foyers et mène en 1964 à la création de l'ORTF, que peut-être même certains d'entre vous ont connu. Pour faire très simple et très schématisé, c'est l'ancêtre du service public, mais bien plus contrôlé par le gouvernement. À l'époque, De Gaulle est encore président, et si il accepte plus ou moins la liberté de la presse, pour la télévision, il aurait dit « J'ai la télévision, virgule, je la garde ». Donc autant vous dire que niveau indépendance vis-à-vis du pouvoir, on repassera. Les reportages et les débats sont extrêmement orientés en faveur du gouvernement. Mais ça, c'était avant car petit à petit, le média se libéralise. La publicité arrive en 1968, ce qui a son importance parce que les chaînes deviennent moins dépendantes des subventions. Et surtout, dans les années 80, on assiste à une ouverture progressive à la concurrence et à des chaînes privées, avec notamment Canal+, TF1, M6, etc. En 2005, une seconde révolution a lieu, c'est la TNT. À la base, la TNT, pour télévision numérique terrestre, c'est une technologie qui se sert des ondes hertziennes pour diffuser un flux. La vérité, c'est que je serais complètement incapable de vous expliquer comment ça marche, mais si jamais il y a des gens qui sont soit spécialistes, soit qui s'y connaissent un peu dans le domaine, n'hésitez pas à mettre une petite explication en commentaire, je mettrai votre commentaire en avant. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la TNT, ça permet de diffuser plus de chaînes qu'avant. 30 en métropole. Et donc, dès 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, aussi connu sous le nom de CSA, on en reparlera, lance un appel à candidature pour créer de nouvelles chaînes qui vont remplir les ondes en dehors de celles qui étaient déjà réservées au service public, comme France 4 ou LCP par exemple. Et là, c'est le cœur du sujet. Ces canaux de TNT, ils sont extrêmement précieux. Et ils ont une valeur inestimable à l'époque, parce que autant vous dire que Internet est assez balbutiement quant à la diffusion de vidéos, et donc c'est le meilleur moyen de toucher une large audience et un large public. Puisqu'elles sont limitées, les places sont encore plus chères. Et le CSA décide de donner des autorisations de diffusion pour une durée de 10 ans maximum. Le but, c'est d'éviter d'avoir une chaîne naze, qui floppe ou dangereuse qui bloque un canal. Et vous avez compris, c'est donc ici qu'apparaît C8, enfin Direct 8. Le projet naît donc en 2001 pendant l'appel d'offres et est initié par Vincent Bolloré. Un milliardaire à ce moment-là surtout connu pour ses business un peu douteux en Afrique. Le concept de la chaîne, c'est de proposer 16 heures de programme en direct chaque jour, ce qui est complètement unique. Le projet est donc retenu par le CSA et obtient le canal de diffusion numéro 8, donc la 8. Ça devient rapidement la chaîne qui crée le plus de nouveaux programmes, mais pas forcément la meilleure chaîne pour autant. Sur la fiche Wikipédia de la chaîne, c'est indiqué qu'ils ont reçu 2 années de suite le Gérard, donc qui est l'équivalent de l'Oscar pour la télévision, de la pire chaîne du PAF. Sale ambiance.
Et pire, côté finance, c'est pas mieux, puisqu'en 2007, la chaîne aurait perdu 30 millions d'euros. Petit à petit, Direct 8 va donc évoluer. Ça devient D8 en 2012, et elle ramène notamment à cette occasion Cyril Hanouna et toute son équipe de Touche pas à mon poste qui était auparavant sur France 4. C'est un carton, Hanouna est partout, on a l'impression qu'il est tout le temps à l'antenne et il devient véritablement le visage de D8. Entre-temps, très important, Vincent Bolloré a pris le contrôle de Canal+ et du groupe Canal, qui donc indirectement a pris le contrôle de D8, qui devient alors C8 en 2016 par souci d'harmonisation. Aujourd'hui, la chaîne est toujours déficitaire de plusieurs millions d'euros chaque année, avec encore Cyril Hanouna en fer de lance. Sauf que, patatras, le 24 juillet 2024, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu'on va donc appeler l'ARCOM, qui est l'ex-CSA, décide de ne pas renouveler la fréquence de C8. La chaîne disparaît donc officiellement en mars 2025 de la TNT. Cela faisait suite à une renégociation, comme je l'ai dit, les canaux étaient réservés pour des durées de 10 ans à chaque fois, et donc il y avait eu une audition le 9 juillet 2024 à l'ARCOM avec les équipes de C8 qui n'ont visiblement pas convaincu l'autorité. Ils étaient pourtant venus défendre leur projet et avaient notamment répondu sur quelques critiques. Par exemple, ils avaient assuré que face au déficit structurel, Vivendi, donc l'entreprise de Vincent Bolloré, permettait de recapitaliser Canal+, et donc par le même mécanisme de recapitaliser C8, donc il ne devrait pas avoir de problème financier. De même, l'autorité de régulation reprochait les nombreuses frasques de leurs présentateurs vedettes, sur lesquels on reviendra. Ils ont donc proposé un time delay, donc un espèce de différé d'une quinzaine de minutes, ce qui se fait beaucoup dans les émissions, pour être sûr de garder la maîtrise de l'antenne. Un dispositif que le groupe avait déjà mis en place pour l'émission sur CNews, Face à Zemmour en 2019. Mais rien de tout ça n'a donc convaincu l'autorité qui souhaite réorganiser au global toute la TNT avec l'arrivée de Réel TV et de Ouest France TV, deux nouvelles chaînes, ainsi que des modifications dans l'ordre des chaînes, notamment regrouper toutes les chaînes d'infos ensemble, changer les ordres de certaines, etc. D'ailleurs, C8 n'est pas la seule chaîne à perdre son canal de diffusion, puisque c'est également le cas de NRJ12 à cause de mauvaises audiences et surtout d'une mauvaise qualité de programmation. Il n'y avait quasiment plus aucun programme original. D'ailleurs, on a appris que Vincent Bolloré aurait mené des campagnes de déstabilisation à l'encontre de ces nouvelles chaînes qui prendraient la place de C8. L'arrivée de Ouest France TV ne plairait pas non plus au propriétaire de C8, Vincent Bolloré. Dans le secret, une agence liée à son groupe serait en première ligne pour une opération de communication agressive sur les réseaux sociaux. Mais alors, pourquoi cette censure? Pourquoi maintenant? Vous l'avez compris, vous l'avez sûrement lu un peu partout, les déboires de Cyril Hanouna n'y sont pas complètement étrangers. Sauf que c'est pas la première fois qu'un animateur dérape ou fait polémique, sans pour autant que sa chaîne perde le droit d'émettre. Alors, on pourrait se demander, est-ce que cette censure est politique? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais oui. Parce que vous connaissez à peu près normalement les raisons de la censure de C8. Mais je suis pas sûr que vous les connaissiez dans le détail, et pourtant c'est dans le détail que c'est vraiment intéressant. Il faut être réaliste. L'immense majorité des reproches de l'ARCOM faits à C8 le sont pour son émission phare, Touche pas à mon poste. C'était d'ailleurs un des arguments de la chaîne pour se défendre, c'était de dire il faut éviter la généralisation de toute la chaîne C8 et de toutes les équipes de C8 et des programmes par rapport à simplement Touche pas à mon poste. Le problème, c'est que comme je l'ai dit plus tôt, Cyril Hanouna n'est pas qu'un animateur parmi d'autres. Il est véritablement le visage de C8, et à ce titre, son comportement engage tout le groupe. Et son comportement, il a beaucoup posé problème. Le Monde a fait un article qui résume toutes les sanctions de l'ARCOM précédant le non-renouvellement de la fréquence, et c'est assez édifiant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout, on parle de 7 millions d'euros d'amende sur les 7 dernières années. Ça peut paraître rien par rapport au déficit que je vous ai cité plus tôt, mais c'est un record. C8 et CNews, à L2, cumulent 52 réprimandes de l'autorité. Et au départ, les amendes portent pas forcément sur ce qu'on pourrait penser. Par exemple, un des problèmes, c'est que dans le reportage Enquête d'actualité en octobre 2012, pour le reportage intitulé Caïd des cités, le nouveau grand banditisme, les modes opératoires des malfaiteurs étaient présentés de façon explicite. Et donc, c'était vu comme une incitation. Puis, l'année suivante, ce qui pose problème, c'est la marque d'un t-shirt d'un invité de Touche pas à mon poste. Vous savez, parfois, ils mettent du scotch par-dessus, les logos Nike, etc. C'est pour éviter de faire de la publicité déguisée. Et là, visiblement, ils l'avaient pas fait et ils ont été réprimandés par l'ARCOM pour publicité déguisée. Mais ça, c'était juste des mises en garde ou des mises en demeure. En gros, l'ARCOM, donc le CSA, disait juste
Attention, c'est pas bien. Sauf qu'en 2017, Cyril Hanouna réalise un canular où il piège et humilie en direct des personnes LGBT+ au téléphone. Là, ça passe pas. Et la chaîne est condamnée à 3 millions d'euros. Puis ensuite, il y a eu plein d'autres affaires, des agressions ou même l'altercation avec le député Louis Boyard. Il y a une notion primordiale en télévision, encore plus en direct, c'est ce qui s'appelle la maîtrise de l'antenne. Dans une émission en direct, il est possible qu'un intervenant fasse ou dise un truc absolument horrible. Mais ce qui compte, en tout cas ce qui va compter pour l'Arcom, c'est pas tant cet événement, mais la manière dont le présentateur va le gérer. Et surtout, va parvenir à reprendre le contrôle de la situation, de l'émission, en désamorçant ou alors en contredisant une fake news. Autant vous dire que Cyril Hanouna a probablement beaucoup de qualités de présentateur, mais la maîtrise de l'antenne n'en fait pas partie. À cela, il faut aussi ajouter et prendre en compte des problèmes extérieurs à la chaîne, mais qui vont indirectement ou directement toucher sa réputation. Je pense notamment à l'arrivée sur Europe 1, qui appartient également à Vincent Bolloré, de Cyril Hanouna au moment des législatives anticipées de 2024, dans une émission qui a été condamnée parce qu'elle laissait beaucoup trop de place à l'extrême droite et ne respectait pas la parité politique. Même si C8 n'est pas directement concerné par cette affaire, ça reste Cyril Hanouna, ça reste Vincent Bolloré, et donc l'Arcom va forcément de manière indirecte le prendre en compte. D'ailleurs, le milliardaire a mis à profit son pouvoir médiatique pour contre-attaquer la décision de l'Arcom. Au-delà de la tentative rejetée de recours devant le Conseil d'État et de la pétition qui a quand même réussi à recueillir plus de 700 000 signatures, le groupe Canal a décidé en grande partie, sauf CNews, et c'est important, de quitter la TNT. Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète ont disparu des ondes hertziennes. Alors, pourquoi? Quel est le rapport? Le premier objectif, c'est d'envoyer un message à l'Arcom, sous-entendu, on n'a pas besoin de la TNT. On y reviendra, mais la plupart des gens regardent aujourd'hui la télévision sur des box, voire en replay, etc. Et surtout, ça permettrait de faire économiser une trentaine de millions d'euros au groupe Canal+, parce que voilà, diffuser sur des ondes hertziennes, c'est très coûteux. Et c'est encore plus problématique pour le groupe que ça ne concernerait que 70 000 abonnés Canal, la diffusion par les ondes hertziennes. La plupart regarderaient Canal+ par d'autres moyens, comme je l'ai dit, les box, etc. L'objectif, c'est aussi de mettre un coup de pression sur le cinéma français, car vous le savez probablement, Canal finance énormément le cinéma français parce qu'il diffuse sur la TNT. Ça fait partie de ses obligations en tant que diffuseur sur des ondes hertziennes. Si jamais il se retire des ondes hertziennes, on peut penser que cette obligation ne tient plus. Mais surtout, le but était d'introduire en bourse Canal+. Le groupe détenteur d'une fréquence hertzienne ne peut pas être contrôlé à plus de 20% par un actionnaire étranger. De plus, tout changement dans l'actionnariat d'une chaîne hertzienne doit être soumis à l'Arcom. Donc en gros, si jamais Vincent Bolloré souhaitait, et c'était visiblement ce qu'il comptait faire, ramener des investisseurs, ramener du capital pour le groupe Canal+, il aurait dû le faire uniquement avec des groupes français. Or l'objectif était d'introduire Canal sur la bourse de Londres, ce qui allait forcément automatiquement ramener des investisseurs étrangers, et en s'enlevant de la TNT, il s'enlève des contraintes vis-à-vis de l'actionnariat étranger. D'autant que, comme je l'ai montré, ça permet aussi de faire des économies, et faire des économies, ça rassure de potentiels investisseurs. La preuve, malgré la fin de C8, l'émission Touche pas à mon poste va continuer à être diffusée sur les box, YouTube, Dailymotion et Canal+. Ce qui démontre bien que C8 n'a pas été forcé de mettre la clé sous la porte par l'Arcom et aurait pu continuer à être diffusé, mais simplement en dehors de la TNT. Mais dans le fond, et c'est là où je vous dis que c'est principalement une décision politique, ce qui est avant tout reproché à C8, c'est son manque de pluralisme. La chercheuse Julia Cagé s'était penchée sur l'évolution du groupe Canal depuis la reprise en main par Vincent Bolloré. Elle aurait remarqué davantage de talk-shows, moins d'informations, la fin des enquêtes, l'augmentation du temps d'audience d'invités de droite ou d'extrême droite. Pour preuve, en 2021, la chaîne diffuse en prime time un film anti-IVG produit par un studio chrétien évangélique américain. Si cet aspect vous intéresse en particulier, je vous renvoie vers ma vidéo sur Cyril Hanouna où je rappelais que dans la biographie de Vincent Bolloré, on apprenait notamment que ce dernier se vantait de vouloir mener un combat civilisationnel par le biais de ses médias et de son influence. Or, l'Arcom est en partie responsable de l'encadrement de ce que Jürgen Habermas appelle l'espace public. L'espace public est le lieu, physique ou symbolique,
dans lequel les idées circulent et sont discutées de manière rationnelle afin de se cristalliser en opinion publique. Pour le chercheur qui a développé cette notion, cet espace de discussion donne lieu à l'utilisation de la raison. Un argument s'impose que parce qu'il est rationnellement jugé supérieur aux autres. Alors bon, on est d'accord, c'est un doux rêve, mais l'objectif de l'ARCOM, c'est de maintenir ce cadre. Les diverses idées et opinions politiques doivent non seulement être en mesure de s'exprimer, mais aussi de l'être de manière équitable et proportionnée. Et ça détruit immédiatement l'argument de C8 qui est de dire on donne la parole à tout le monde. Ce qui compte, c'est pas tant le fait de donner la parole, mais le cadre dans lequel cette parole est donnée. Si la seule parole de gauche sur le plateau de Touche pas à mon poste, c'est Gilles Verdez qui se fait moquer, humilier, voire même lyncher par les autres chroniqueurs, bah non, ça respecte pas le pluralisme et les attentes de l'ARCOM. De même, le régulateur est très attentif à la concentration des médias. On le sait, aujourd'hui, les médias sont majoritairement détenus par des milliardaires pour notamment peser dans le débat public. Quand Maxime Saada, qui est à la tête du groupe Canal et du groupe C8, explique que le déficit n'est pas grave parce que Vincent Bolloré renfloue les caisses, et bah c'est pas rassurant sur l'indépendance du média vis-à-vis de son propriétaire. Encore plus Vincent Bolloré qui détient, comme j'ai dit, le groupe Canal+, Europe 1, mais également plein de maisons d'édition, etc. Donc niveau concentration, ça se posait déjà là. Et les opinions politiques de C8, elles sont assez claires. Il suffit de voir la différence de traitement par Cyril Hanouna de la victoire de Trump en 2016 par rapport à celle obtenue l'année dernière pour s'en rendre compte. Les chéris, pour pouvoir faire ce Trump pas à mon poste, je vais demander à tous les étrangers de sortir du plateau. Bah faut que j'y aille. Ah, bon. Bah, salut les gars. Salut. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup de Cyril Hanouna et c'est normal parce que c'est un peu la seule figure publique qui s'exprime sur le sujet. Mais le vrai bras de fer, comme je l'ai dit, il est politique. Il se joue en vérité entre les dirigeants de Canal+ et les organes de régulation, l'État. Comme d'habitude, cette chaîne est complètement indépendante, je n'ai pas de financement vis-à-vis de l'État ou de Vincent Bolloré pour faire ces vidéos. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à me dire en commentaire, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la censure de C8 ? Pour moi, c'est vraiment un sujet qui prête à débat et qui doit être débattu. Ce genre de décisions, elles sont pas anodines et la régulation des médias doit être un sujet majeur pour moi et un sujet de premier plan, vu la place qu'ont les médias dans nos vies aujourd'hui, et je trouve qu'on n'en débat pas assez, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt pour, plutôt contre, selon les arguments et les faits que j'ai avancés dans cette vidéo. La régulation des médias est un sujet qui peut paraître un peu froid et sans grand intérêt. Pourtant, il s'agit d'un enjeu contemporain majeur. En France, comme on l'a vu pendant longtemps, la télévision était sous l'emprise du gouvernement, posant de gros problèmes de pluralisme. Mais pour autant, lors de l'ouverture à la concurrence des chaînes de télévision, une instance de régulation est créée. Et finit donc en 1989 par donner le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Et ce qui est important, c'est que c'est une autorité publique indépendante. Elle a une personnalité morale, donc une existence qui est distincte de l'État. C'est pas directement l'État. Et dès le début, c'était pensé comme tel parce que l'objectif c'était d'éviter toute ingérence politique. Mais dans les faits, son collège est composé de 3 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, 3 autres par le président du Sénat, et le président du CSA, donc maintenant l'ARCOM, est désigné par Emmanuel Macron, enfin le président de la République. Quand ça sera plus lui, ça sera quelqu'un d'autre, ça sera pas genre toujours Emmanuel Macron qui le désignera. Enfin, sauf si ça tourne très mal. En 2022, le CSA fusionne avec Adopi. Vous savez, le truc qui était contre le piratage et qui parfois vous envoyait une lettre pour vous dire « Oh, c'est pas bien de pirater », bref, et devient l'ARCOM, ce qui est pas une trop mauvaise idée en soi, parce que l'objectif était de dire que la régulation, elle se passe à la télévision, mais aujourd'hui elle se passe aussi en ligne, puisque la télévision, bah, elle est aussi regardée en ligne, sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Et donc l'ARCOM régule tout en même temps. Son objectif, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de s'assurer qu'il existe le pluralisme, d'éviter la concentration des médias, la publicité clandestine ou d'autres genres de choses. Aujourd'hui, au sein de quasiment chaque chaîne, il y a un service qui s'appelle le service de conformité et dont le but est de s'assurer que les programmes n'enfreignent pas les règles de l'ARCOM. Parce que, pour l'anecdote, souvent, ce qui se risque, c'est que les chaînes se dénoncent entre elles. Par exemple, des gens de TF1 vont voir que M6 a mal déclaré une publicité dans un de ses programmes, et bah c'est eux directement qui vont faire un signalement à l'ARCOM. Ouais, l'ambiance n'est pas fofolle. Mais aujourd'hui, cette régulation, qui peut paraître légitime, elle est de plus en plus remise en question. Dans leur livre Media Regulation, Governance and the Interest of Citizens and Consumers, Peter Lunt et Sonia Livingstone se penchent
tranche sur le sujet épineux de la régulation en s'appuyant sur l'Ofcom, qui est l'organe régulateur au Royaume-Uni. Ils expliquent que les actions de cet organe sont devenues beaucoup plus difficiles à cause de ce qu'ils appellent la connectivité complexe. Auparavant, le CSA gérait 6 chaînes linéaires, puis les 30 chaînes de la TNT. Désormais, les médias se sont multipliés à une vitesse grandissante, vous avez probablement déjà entendu la phrase « on est tous un peu un média », et rendent donc, par conséquence, beaucoup plus difficile la régulation. C'est d'ailleurs un problème majeur dans la disparition de C8. Est-ce que le risque n'est pas de voir Cyril Hanouna créer son propre canal de diffusion pour s'affranchir des règles de l'Arcom, ou voir sa communauté se tourner vers des contenus de plus en plus radicaux? Et en effet, pour ce qui est de l'avenir de Cyril Hanouna, ou même de C8 et de Touche pas à mon poste, il y a aujourd'hui plusieurs pistes. Comme expliqué, on a donc désormais la confirmation que TPMP continuera jusqu'à la fin de la saison en dehors de la TNT via différents canaux de diffusion. Et pour ce qui est de l'année prochaine, on a appris, contre toute attente, que Cyril Hanouna rejoindrait le groupe M6 en septembre pour une émission sur Fun Radio et une sur W9. Un changement étonnant, étant donné que le groupe était en guerre ouverte contre l'animateur et inversement. Il se murmure que cela s'explique en raison d'un froid entre Vincent Bolloré et Cyril Hanouna, le premier reprochant au second la décision de l'Arcom comme étant de son fait. Et du côté d'M6, on assure que le présentateur ne parlera pas de politique et de polémique dans ses nouvelles émissions. Un élément pourtant devenu central dans le succès de TPMP. Seul l'avenir nous dira si la décision de l'Arcom aura vraiment eu raison de l'ambition politique de Cyril Hanouna. Surtout qu'on l'a vu, le régulateur a le bâton avec les sanctions, mais également la carotte avec la possibilité d'offrir, ou en tout cas de laisser à disposition des ondes hertziennes. Sauf que comme je l'ai dit, aujourd'hui de moins en moins de Français consomment la télévision par le biais de la TNT, de plus en plus utilisent des box qui ne sont pas du tout soumises aux mêmes conditions pour émettre ou même choisir l'ordre des chaînes. Cette nouvelle pratique, elle fait perdre indirectement du pouvoir à l'Arcom. De même, pendant longtemps s'est posé la question de l'efficacité de l'Arcom. L'autorité n'agit qu'en conséquence à des séquences qui ont déjà eu lieu et qui ont fait l'objet de signalements. Elle n'émet aucun avis en amont et peut mettre plusieurs semaines ou mois à réagir, ce qui donne l'impression qu'elle est parfois qu'un outil bureaucratique un peu inutile. Peter Lunt et Sonia Livingstone rappellent que les autorités de régulation des médias se doivent de servir l'intérêt public, ce qui est différent de la popularité. Le but de l'Arcom est de former des citoyens, pas des consommateurs. Or, pour l'Arcom, il est difficile de se justifier de mettre fin à une chaîne qui diffuse une émission aussi populaire que Touche pas à mon poste. D'ailleurs, c'est pour ça que NRJ12, qui également n'a pas été renouvelé pour des problèmes d'audience, ça fait beaucoup moins de bruit. Tout simplement parce que le public gronde beaucoup moins. Mais le risque à dire non, mais on peut pas censurer, on peut pas mettre fin à une chaîne ou à une émission parce qu'elle est populaire, c'est de tomber dans une forme de tyrannie de la majorité. Alors je sais que Tocqueville l'entendait pas comme tel, à mon avis, quand il l'a théorisé, il pensait pas à la fin de C8 et de Cyril Hanouna, mais c'est pour dire que la popularité ne devrait pas être un facteur déterminant pour statuer de la pertinence ou non d'un média, car la majorité peut tout à fait se fourvoyer. Enfin et surtout, cela pose la question de la place que l'on veut laisser à l'État dans nos médias. Même si plusieurs mécanismes sont mis en place pour garantir son indépendance, l'Arcom est orchestré par des lois et des décrets votés au Parlement, son collège est désigné par des hommes politiques en place actuellement en France, et donc très souvent la majorité, voire la majorité présidentielle dans la plupart des cas, sauf actuellement. Et c'est pour ça que je disais qu'on assistait à un bras de fer politique, et que oui, cette décision, elle est politique. Parce que de son côté, Vincent Bolloré a toujours défendu une vision extrêmement capitaliste et libérale des médias, qui devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, quitte à perdre de l'argent sans que l'État ait son mot à dire. Une vision qu'on retrouve chez son candidat privilégié Éric Zemmour, qui souhaitait même privatiser une partie de l'audiovisuel public. Il s'agirait alors de garantir l'indépendance des chaînes de télévision qui, comme on l'a vu, pendant longtemps ont été sous la tutelle de l'État. L'espace public devrait pouvoir se constituer librement avec ses acteurs et l'audience serait garante de ce qui fonctionne ou pas. A l'inverse, on peut considérer qu'il est justement du devoir de l'État de contrôler le secteur des médias afin d'éviter les différentes dérives évoquées. Manque de pluralisme, concentration, etc. Et donc, de son côté, l'Arcom souhaite frapper un grand coup, montrer les crocs face à Vincent Bolloré et ses médias, qui ne cessent de vouloir s'affranchir des limites imposées par la loi depuis plusieurs années. La suppression de C8 est donc politique. Il n'est pas question d'audience ou même vraiment de qualité des programmes. Une partie du groupe Vivendi en profite pour dépeindre l'Arcom comme héritière de l'ORTF, comme une instance de censure étatique qui empêcherait toute liberté d'expression. Ce qui convient encore une fois parfaitement à son narratif développé depuis plusieurs années. Et dans ce débat, l'Arcom part avec une longueur de retard, pour une simple raison, elle n'a pas de Cyril Hanouna ou de Pascal Praud. Je veux dire par là,
qu'elle n'existe pas médiatiquement, elle ne s'exprime pas. Cela crée une distance vis-à-vis du public, voire une incompréhension. Que ce soit les fans de TPMP qui ne comprennent pas la censure de C8, ou ceux qui détestent Bolloré et qui ne comprennent pas la non-censure de CNews. Pour autant, la régulation des médias ne m'a jamais paru aussi nécessaire. Dans une époque remplie de fake news, d'intelligence artificielle et de bulles de filtre toujours plus extrémistes. Mais peut-être qu'un changement de nom ne suffit pas et que c'est tout cet organe de mise en conformité qui me paraît à titre personnel nécessaire et d'utilité publique qu'il faut repenser. Ou du moins qu'il faut expliquer à ceux qui font malgré tout vraiment la loi en télévision, l'audience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo quasiment un peu hors sujet, hors série vous aura plu autour de la censure de C8. J'espère que vous en avez un petit peu appris sur le fonctionnement de régulation des médias et l'histoire de la télé. Quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao!